Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Quand on se retrouve face à la machine de l'État devant un tribunal, on pourrait logiquement s'attendre à une règle d'or, une règle absolue d'équité et de loyauté procédurale. Franchement, c'est la moindre des choses, non? Mais alors, comment la justice administrative française s'y prend-elle pour garantir ce traitement équitable? Comment elle construit ce bouclier invisible pour nous protéger? C'est ce grand mystère qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, et vous allez voir, c'est passionnant. On commence avec une question toute simple en apparence, mais dont la réponse est assez déroutante. Existe-t-il un principe général de loyauté? En procédure civile, aucun suspense, il y a un article super précis qui exige que la procédure se déroule loyalement. Mais en droit administratif français, préparez-vous au choc, il n'y a aucune règle explicite qui exige cette loyauté. Du coup, on est en droit de se demander, est-ce que la procédure administrative, c'est un peu le Far West où tous les coups sont permis? Ce qui nous amène à notre première partie, l'inexistence du principe explicite. En fait, si vous fouillez le code de justice administrative, vous ne trouverez absolument aucune ligne qui protège noir sur blanc les plaideurs contre les pièges de la partie adverse. Il n'y a pas de grand commandement qui dit « tu agiras avec loyauté ». Pour bien saisir cette particularité bien de chez nous, il faut regarder ce qui se fait de l'autre côté de la Manche avec l'estoppel. C'est un concept fondamental de la common law anglaise. Pour faire simple, l'estoppel, ça empêche carrément une partie de changer d'avis ou de se contredire en plein procès si ça porte préjudice à l'autre. C'est une règle qui force la bonne foi. En gros, on ne peut pas dire blanc le lundi et noir le mardi juste pour piéger son adversaire. Et là, la comparaison, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la common law brandit l'estoppel pour obliger tout le monde à rester cohérent. De l'autre, le droit administratif français, lui, ne pose aucun principe général qui interdirait de se contredire. Le contraste est dingue. Mais attention aux minutes. Ça ne veut absolument pas dire que notre justice administrative est déloyale. Ça veut juste dire qu'elle fonctionne avec sa propre mécanique, une logique façonnée sur mesure par les juges à travers la jurisprudence. Et justement, parlons-en de cette jurisprudence. Le Conseil d'État a mis les points sur les i le 1er avril 2010 avec le fameux avis Sas-Marsadis. La plus haute juridiction administrative a tout bonnement balayé l'application de l'estoppel, ici dans une affaire d'impôt. Pourquoi fermer la porte à ce point? Tout simplement parce que le Conseil d'État estime qu'on n'a pas besoin d'importer des concepts étrangers. Pour lui, d'autres garanties existent déjà dans notre procédure pour protéger les gens. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les juges ont continué sur leur lancée. Quelques années plus tard, le 2 juillet 2014, boum, décision Société Pass Europe. Cette fois, la position est élargie bien au-delà des affaires fiscales. Le Conseil d'État tranche définitivement le débat. Dans le contentieux de la légalité, il n'y a aucun principe général qui empêche de se contredire au détriment d'un autre. Bref, la messe est dite, le rejet de l'estoppel est total. Alors qu'est-ce qui nous protège au final? C'est le cœur de notre deuxième partie, l'obligation de motiver. Si le juge refuse de créer un grand principe de loyauté explicite, c'est parce que cette loyauté, elle est déjà là, sous le radar. Elle prend la forme d'un bouclier invisible soutenu par plusieurs piliers béton. Le tout premier, c'est l'obligation stricte de motiver les décisions. Vous trouvez ça à l'article L9 du Code de justice administrative. 4 petits mots, les jugements sont motivés. C'est hyper court, mais c'est d'une puissance absolue. Et ce n'est pas une nouveauté pondue hier matin. Ça vient d'une décision historique, l'arrêt Platon du 1er mars 1935, qui a fait de la motivation la règle d'or absolue de la procédure. Mais au fond, à quoi ça sert? En réalité, la motivation, c'est la preuve même que le juge est loyal envers nous. Un juge ne peut pas juste dire « bon, vous avez tort, au revoir ». Il doit rendre son raisonnement clair et intelligible. Le but, que celui qui perd comprenne exactement le pourquoi du comment. Et surtout, c'est ce qui lui donne les billes nécessaires pour contester la décision et faire appel s'il le faut. C'est vraiment la base d'un procès équitable. Troisième point essentiel de notre exploration, l'économie des moyens. Alors oui, justifier c'est bien, mais il y a des limites pratiques. On ne va pas demander au juge d'écrire un roman de 800 pages à chaque décision, il y a ce qu'on appelle une limite pragmatique. Pour bien comprendre, laissez-moi vous raconter l'histoire de la décision Boileau de 1960. C'est l'histoire d'un médecin qui se fait sanctionner par l'ordre des médecins. Furieux, il conteste en disant « Attendez, l'ordre m'a sanctionné pour des fautes qui n'étaient même pas dans la plainte initiale. » Sauf que juridiquement parlant, l'ordre a tout à fait le droit de le faire. Du coup, l'argument du médecin, il tombe complètement à l'eau, il est inopérant. Et qu'a fait le juge? Il a tout simplement ignoré cet argument dans sa décision écrite. C'est ça l'économie des moyens. Le juge ne perd pas son temps à répondre à des arguments qui, de toute manière, ne changeront absolument rien au résultat final. Toujours dans cette optique d'efficacité redoutable, il faut savoir qu'une bonne motivation n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre littéraire original. L'arrêt Société Entreprises Sanitaires et aux Boises de 2006 illustre ça à merveille. Le Conseil d'État y explique très calmement qu'une cour d'appel peut tout à fait faire du copier-coller de la motivation du tribunal d'avant. Si les premiers juges ont fait un boulot impeccable et que la justification est solide, on ne va pas s'amuser à réinventer la roue juste pour la forme. On va droit au but. On passe maintenant à notre quatrième partie, le droit au délai raisonnable. Parce que oui, le deuxième pilier de ce fameux bouclier invisible, c'est la question du temps. Une décision super bien motivée, c'est génial. Mais si elle arrive au bout de 15 ans, est-ce que c'est encore de la justice?
Pas vraiment non. Et cette prise de conscience, elle a été provoquée de l'extérieur. En 2001, la Cour européenne des droits de l'homme met un énorme coup de pression à la France avec la réassociation ICIN. La France se fait épingler parce que son système est incapable de juger dans un délai correct. Sous le feu des critiques européennes, l'État a dû réagir. Et ça a donné lieu à un véritable tremblement de terre juridique en 2002, le célébrissime arrêt Magira du Conseil d'État. Cet arrêt Magira, c'est un tournant monumental. Il inscrit noir sur blanc que le droit à un délai raisonnable est un principe général qui s'impose à tous les tribunaux administratifs. Et la vraie révolution, c'est qu'il y a une sanction à la clé. Si le temps d'attente devient délirant, bim, l'État est responsable et les victimes peuvent demander réparation. En clair, la lenteur a désormais un prix. Ce qui nous mène naturellement à notre 5e et dernière partie, l'évaluation des retards excessifs. Mais au fait, comment on sait qu'un délai est devenu abusif ? On ne sort pas juste un chronomètre pour dire « Oh, trop tard !» Le Conseil d'État a mis en place une méthode ultra précise avec des critères stricts. On regarde d'abord la durée totale de l'affaire. Ensuite, on évalue si le dossier était un vrai casse-tête juridique ou non. On scrute aussi l'attitude de l'administration et des personnes impliquées dans le procès. Et puis, on prend en compte des critères très humains, comme l'âge ou la santé de la personne qui attend son jugement. C'est vraiment de l'analyse sur mesure. Pour vous donner une idée bien concrète, gardez ce chiffre en tête, 3 ans et 2 mois. Dans une décision de la fin 2015, le juge a regardé ce délai et a dit « Stop, c'est totalement déraisonnable ». Pourquoi ? Parce que l'affaire était d'une simplicité enfantine et que tout était déjà sur le bureau du juge depuis le premier jour. Laisser traîner un dossier facile pendant plus de 3 ans, c'est considéré comme une faute de l'État. C'est un super repère pour comprendre où se situe la limite à ne pas franchir. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Au final, une justice qui arrive beaucoup trop tard est-elle encore loyale ? Quand un délai excessif ruine tout l'intérêt du procès, à quoi bon gagner des années plus tard ? Vous l'aurez compris, en l'absence d'une grande déclaration sur la loyauté dans les textes, c'est bien ce combo très subtil entre l'obligation stricte de motiver les jugements et la garantie d'un délai raisonnable qui crée l'équité en France. C'est une construction invisible mais ultra puissante. Et franchement, ça nous pousse vraiment à réfléchir sur ce que signifie au fond un procès juste.